Ok, il est midi 5. Je vous propose de commencer. Vous êtes maintenant une cinquantaine de connectés, donc c'est une super nouvelle. On est très heureux d'organiser ce webinaire avec vous tous, qui est là pour vous partager ces réflexions menées par le Cercle Sésame que je représenterai dans un instant. C'est le quatrième webinaire, ou le troisième, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, un grand plaisir de vous avoir pour discuter de ces sujets d'actualité de l'ingénierie système. Aujourd'hui, ce sera sur ce sujet d'intelligence artificielle au service de l'ingénierie système. Voilà, de nombreuses questions se posent. Le cercle a voulu y répondre, en tout cas partager un petit peu mieux les premiers retours d'expérience sur ce sujet-là, qu'on a donc synthétisé et qu'on a le plaisir de vous partager aujourd'hui à travers cette session tous ensemble. Donc on commencera par un bref rappel de ce contexte-là dans lequel vous êtes aujourd'hui et ces technologies qui arrivent dans les services d'ingénierie système, les différents enjeux, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ingénierie système. Et puis on vous restituera ces travaux-là à travers le point 2 avec la contribution de ces technologies aux activités d'ingénierie système. On va voilà, vous partager les principaux points qui ont animé les débats, les points d'attention aussi qu'il faut avoir en tête. La deuxième partie de ce webinaire sera dédiée à l'activité de déploiement. Voilà, cet enjeu de déploiement, cette gestion du changement, quels sont les différents risques qu'il faut surveiller, quelles sont les bonnes pratiques aussi que voilà, les deux représentants du cercle aujourd'hui vont vous partager. Pendant cette heure passée ensemble, on essaiera de garder quelques minutes à la fin pour prendre les différentes questions et réponses. Comme d'habitude, vous avez ce chat sur Zoom, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et puis on essaiera de répondre à la plupart d'entre elles. Alors, ce sujet d'IA, il est devenu incontournable. Il impacte de nombreux domaines, vie personnelle, vie professionnelle. De nombreux secteurs d'activité sont impactés par ces nouvelles technologies. L'industrie en particulier, c'est notre sujet aujourd'hui. Euh, c'est des solutions qui sont rapidement testées. Il y a des phénomènes de mode, il y a des gadgets, il y a des premières pratiques pas forcément réfléchies pour éprouver ces technologies-là. Sauf qu'il y a maintenant aussi une vraie réflexion dans ce monde de l'industrie, ce monde professionnel, sur ce que peut apporter l'IA. Dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à avoir une application de l'IA qui rend service et au global bénéficiaire à l'entreprise et ses activités. Il y a effectivement des tâches rébarbatives auxquelles on pense directement. L'automatisation de ces tâches-là, c'est un des premiers enjeux. La communication, évidemment, l'accès à un nombre d'informations un petit peu plus large et plus rapidement. Mais finalement, s'impose une lecture de l'ensemble des activités d'ingénierie système et de se poser la question des apports que pourraient avoir ces technologies-là. Et puis, progressivement, on a aussi des retours d'expérience. Au-delà de ces initiatives, il y a aussi premiers résultats qui peuvent être maintenant partagés. Donc, c'est l'objet de ce webinaire-là, c'est de vous donner un peu plus d'éléments sur ce que le cercle a pu tester sur ces différents cas d'usage de l'intelligence artificielle, pardon. Euh, voilà, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, finalement, ces technologies d'intelligence artificielle, pourquoi faire? Pour quelles activités d'ingénierie système? Quels sont les points clés et les prérequis avant de pouvoir déployer de telles technologies? Le Cercle Sésame, en quelques mots, c'est donc ce groupe d'industriels, surtout des représentants et des experts d'ingénierie système dans différentes entreprises, principalement françaises, qui se regroupent tous les mois pour penser à un certain nombre de sujets. On a eu en début d'année ces démarches outillées d'ingénierie système. Rapidement, on a eu ce sujet de l'intelligence artificielle qu'on vous restitue aujourd'hui. Et puis, l'activité en cours, c'est l'agilité. Donc, il y aura aussi un webinaire prochainement qui sera sur ce sujet-là de l'agilité et de l'ingénierie système, l'architecture système. Aujourd'hui, donc, c'est l'IA. Quelles sont ces activités d'ingénierie système qui peuvent bénéficier de ces technologies d'IA, comment anticiper la transformation, la gestion du changement sur ces différentes activités auprès des opérationnels. Avec moi aujourd'hui, Kamal Kamej, donc, qui est en charge de toutes les activités d'ingénierie système chez Ariane Group, et puis David Legendre, aussi process leader et architecte système chez Stellantis. Donc, ils vont vous partager ces différentes bonnes pratiques qu'ils ont pu expérimenter lors de POC dans leur périmètre respectif sur ces sujets d'intelligence artificielle. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonjour. David, bonjour Kamal. Alors, premier point, donc, pour finir cette introduction, finalement, l'IA, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'IA? Kamal, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur voilà, ce sur quoi le cercle s'est concentré sur ces différentes technologies qui sont maintenant à leur disposition? Oui, merci Jérôme pour l'introduction. Donc, effectivement, l'IA fait le buzz depuis plusieurs années maintenant. Et si on caricature un peu, il y a deux extrêmes.
Il y a ceux pour qui l'IA, c'est le robot conversationnel, hein, à la Ex Machina pour ceux qui ont vu le film, ChatGPT, DeepSeek, Mistral. Voilà, pour eux, l'IA se limite à ça. Donc c'est le premier extrême. Le second extrême, c'est ceux pour qui, dès qu'il y a un petit traitement statistique, on peut appeler ça de l'IA. Je fais un script Python qui fait un peu de stats et je peux mettre le tampon IA. Donc avec le cercle Sésame, on a essayé de trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes et on s'est dit, en fait, l'IA, on va considérer que c'est de l'IA à partir du moment où il y a de l'apprentissage, du machine learning. Que ce soit un apprentissage avec des méthodes lourdes, type réseau de neurones, des grosses puissances de calcul, sur beaucoup de données, ou alors un apprentissage plus simple avec des techniques mathématiques, des régressions linéaires, sur un jeu de données limité. Donc voilà, nous, on peut dire, notre définition de l'IA, c'est dès que j'ai de l'apprentissage, on peut considérer qu'on est en train de faire de l'IA. Hmm. Super, un grand merci Kamal pour ces précisions qui donnent le cas dans lequel le cercle Sésame a mené ses réflexions. Maintenant, quelles sont les activités d'ingénierie système sur lesquelles on s'est concentré? Donc finalement, sur quels éléments est-ce qu'on peut déployer l'IA avant de rentrer dans le détail dans les parties suivantes? David, est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus? Donc, clairement, là, avec le cercle, on a pris une réflexion système, hein, sur l'usage de l'IA. C'est avant de dire quoi et comment. La première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi faire? C'est-à-dire, quels sont les usages, les use cases, entre guillemets, quels sont les apports que l'intelligence peut apporter dans ces activités d'ingénierie système. Donc forcément, on va parler de collecter les données, de robustifier les données. On va parler aussi de lier aussi un certain nombre d'éléments système. Puisque l'approche systémique, c'est un ensemble de différentes disciplines d'ingénierie et donc se poser la question sur l'usage de l'IA pour regrouper et avoir cette capacité d'analyse aussi, hein, d'impact. Et aussi après, derrière, sur tout ce qui est respect des process, respect des méthodologies et l'accès plus rapidement à un certain nombre d'informations qui ont été conçues. Donc on s'est appuyé en effet sur ces quatre axes-là en se posant la question, Mm. OK, l'IA, mais sur l'ingénierie système, mais surtout pourquoi faire? Exactement, tiré par la valeur, ça a été le Mmh, maître mot pendant ces échanges. exactement. Merci David. Alors rentrons dans le vif du sujet, et donc de cette synthèse des différents points et activités d'ingénierie système qui peuvent être supportées et sur lesquelles il y a pu y avoir pour certaines déjà des rétex suite à des premières solutions éprouvées. Alors, donc ça sera réparti en deux parties. La première, c'est vraiment ces activités techniques d'ingénierie système, l'écriture des exigences et des besoins, les architectures, les activités de validation de vérification, les modélisations métiers. Donc on commencera par ça, naturellement en commençant par le besoin des parties prenantes, dérivé ensuite en exigences. On fera ensuite un focus sur ces modèles plutôt et les différents cas d'utilisation. La deuxième partie de cette contribution de l'intelligence artificielle sera dédiée plutôt à la partie projet, sur laquelle il y a aussi de nombreuses choses à discuter. Alors, sur le premier axe, donc, c'est l'élicitation émergente des besoins, qui a été un sujet longuement discuté au sein du cercle. Voilà, les principales thématiques que nous avons pu aborder, c'est l'interprétation des données brutes. Dans quelle mesure l'IA peut nous aider à structurer ces éléments qui viennent d'horizons différents, structurés de manière différente, plus ou moins complets aussi. Ces discussions finalement avec les différents interlocuteurs qui n'ont pas forcément formalisé leurs données d'entrée, limiter l'oubli d'informations aussi, voilà, compléter ces éléments qui auraient pu être manqués et puis étendre aussi voilà, l'observation de ces éléments bruts qu'on a autour de soi en essayant d'aller capter des choses auxquelles on n'avait pas forcément accès. Générer des images ou des vidéos, toujours dans cette relation avec les clients, dans quelle mesure on peut les aider à formuler leurs besoins à travers des générations, notamment voilà, d'images et de vidéos qui vont faciliter la compréhension de ce qu'ils veulent faire. Rationaliser, en générant les standards, il y a un gros enjeu aussi lié aux lignes de produits. Dans quelle mesure on peut s'appuyer sur l'IA pour apporter des standards et être plus efficace dans cet esprit de réutilisation de bases de données matures sur des nouveaux projets, puisqu'il y a quand même un marché qui les rejoint, et puis interagir avec les clients. Voilà. Comment est-ce qu'on peut plus efficacement avoir ces relations-là, ces itérations avec eux pour les aider progressivement à mieux se comprendre et mieux exprimer leurs besoins. Alors Kamal, parmi finalement toutes ces éventuelles activités qui pourraient être supportées par l'IA, quelles sont celles sur lesquelles
vous avez considéré dans votre entreprise qui avait plus de valeur, sur lequel finalement est-ce que vous avez misé? Avant de rentrer dans le détail des use cases, juste un petit rappel, ça fait toujours du bien d'ingénierie système pour la distinction entre besoin et exigence. Donc le besoin, c'est ce qu'il y a dans la tête, même dans le cœur de nos clients. C'est ce dont il a envie. Et ensuite, on vient formaliser ce besoin sous forme d'exigence, avec du langage naturel, des petites phrases qu'on essaie de rendre les plus smart possible, entre guillemets. Et forcément, donc, on vient pervertir l'expression de ce besoin, puisque c'est un modèle, et comme vous le savez, tous les modèles sont faux. Donc, on vient approximer ce besoin sous forme de phrase. Mais avant de d'écrire les exigences, il faut tirer les vers du nez du client, et pour ça, on a des méthodes en ingénierie système, faire des concepts d'opération, de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse de la valeur, etc. Donc, lorsque vous avez la chance de pouvoir mener ces activités avec le client, c'est vraiment une bonne manière de lui faire exprimer son besoin. On peut aussi aller plus loin en faisant du prototypage rapide, faire des petits POC pour pouvoir itérer, faire des maquettes et discuter et servir de support à la discussion avec le client pour aller encore plus loin dans l'expression de son besoin. Donc l'IA, où est-ce qu'elle peut aider? Bah, à tous les niveaux, hein. Dès le début, dans l'expression de ce besoin, elle peut générer, avec l'IA générative, peut générer des photos, des vidéos. Donc on peut, après une discussion avec le client, proposer des photos et puis itérer et raffiner le besoin. On peut aussi imaginer faire chatter le client avec un chatbot qui lui poserait des questions pertinentes et petit à petit l'amènerait à exprimer son besoin. Ou encore exploiter de la documentation de l'entreprise ou de la documentation publique pour aller synthétiser le besoin du client. Donc voilà l'ensemble des use cases. Nous, on est particulièrement intéressés par puisqu'on on a développé des plateformes de simulation d'attaque défense missile. Euh, et parfois, ça nous aide à illustrer un petit peu les différents use cases. Ça pourrait être un exemple d'étude d'utilisation de l'IA avant de rentrer dans le détail de la modélisation, de proposer des scénarios d'attaque défense missile. Bon, évidemment, on en est encore au tout début de la génération de vidéos par IA. On n'y est pas encore. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce travail d'identification de besoins, bah, il faut transformer, comme je vous l'ai dit, modéliser ce besoin via des exigences. Et ça fait des décennies que les ingénieurs n'arrivent pas à écrire les exigences sous forme smart pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et là, l'IA, encore une fois, peut nous aider. Euh, donc déjà, à transformer ce besoin en exigence. Donc, on peut exploiter la documentation, les modèles, les standards, comme tu l'as dit, Jérôme, pour aller produire un référentiel spécificatoire. Et tant qu'à faire, on peut demander à l'IA d'écrire ces exigences sous forme smart. Je vous encourage à faire l'exercice, hein. Vous pouvez demander à ChatGPT, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, écris-moi de manière smart, la voiture doit être légère. Vous pouvez même aller plus loin en lui disant écris-moi selon les critères INCOSI. Vous pouvez lui demander d'évaluer aussi la qualité de l'exigence selon les critères et il vous fera une réponse qui est pas mal, parfois un peu zélée, hein. C'est-à-dire vraiment dans le véhicule doit avoir une masse inférieure à 1,5 tonne, conformément au standard Tartampion dans les phases de vie. Donc il va un peu loin dans l'exercice. Euh, donc ensuite, quand on veut aller plus loin dans la déclinaison des exigences, il faut transformer ces exigences système en exigences applicables au sous-système. Et c'est pareil, encore une fois, l'IA peut aider à raffiner les exigences. Vous pouvez aussi demander à votre LLM préféré, pas forcément ChatGPT, de faire l'exercice et il vous proposera quelque chose de plus ou moins pertinent. Et c'est là où c'est important aussi pour la pertinence de la réponse, d'adapter le LLM au savoir-faire de l'entreprise, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des techniques comme d'approche agentique ou via des RAG qui permettent au LLM pas de faire un réapprentissage sur votre savoir-faire, mais de s'appuyer sur votre savoir-faire pour faire des réponses plus pertinentes, plus adaptées à votre entreprise. Donc voilà ce qu'on peut imaginer pour tout ce qui concerne la gestion du besoin et l'écriture des exigences. Super, merci Kamal. Pour ces éléments liés donc à la gestion la capture des besoins et le raffinement, leur dérivation en exigence.
La deuxième thématique, c'était donc ces différents modèles d'architecture, modèles métiers aussi. Les différents axes de réflexion du cercle ces dernières semaines, ça a été la génération des modèles de référence par rapport au projet précédent. On revient sur cet enjeu de ligne de produit. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'IA pour établir des modèles sur lesquels qu'on puisse réutiliser et instancier ensuite dans les projets suivants sur les points communs entre ces différentes demandes, différents projets qui nous sont demandés. La traçabilité, c'est aussi un enjeu majeur entre les modèles, puis entre les modèles et puis les exigences, et puis éventuellement aussi les autres activités de VNV notamment. Dans quelle mesure est-ce que la traçabilité peut être supportée par certaines technologies d'IA, cette mise en cohérence de tout le contenu de conception? La génération des modèles aussi, j'aurais presque pu commencer par ça. Dans quelle mesure l'IA peut nous aider à générer certains modèles dans un contexte particulier? Dans quelle mesure elle peut nous aider à s'assurer qu'on ait respecté un certain nombre de règles de modélisation de ces éléments qui peuvent être des modèles d'architecture, mais aussi des modèles métiers? Et puis proposer des optimisations, cet aspect éventuellement voilà, d'avoir accès à un plus grand nombre d'informations peut permettre de trouver des points dans l'espace de conception auxquels on n'aurait pas forcément pensé, des optimisations un petit peu différentes. Et de nouveau, l'IA peut être une réponse face à ce besoin des équipes d'ingénierie système. Alors David, dans ton contexte, quels ont été les use cases sur lesquels vous avez éprouvé les premières technologies et ceux sur lesquels vous voyez le plus de valeur? Ouais, alors exactement, hein, là, c'est bien ce que tu as dit, hein. Là, c'est un des exemples des usages de l'IA sur l'application des processus techniques, donc qui est lié à la modélisation et à la simulation. Avant de détailler un peu cette partie-là, hein, sur les travaux que nous, on a pu mener, il y a la véracité en fait, des données. On l'a évoqué un petit peu et Kamal on a parlé sur les exigences. Le fait d'utiliser une IA, ça va permettre en fait de pouvoir faire des tâches répétitives de check et s'assurer qu'en fait l'ensemble des données sont structurées de la même manière quand on parle, je ne sais pas, de fonctions, de flux, de comportements, d'interfaces, euh, d'attributs, de gestion de configuration, etc. Donc en fait, il y a une première utilisation pour ensuite aller vers du génératif ou des propositions ou des analyses d'impact, c'est déjà s'assurer que l'ensemble des données qu'on a formalisées à l'aide d'outils MBSE ou à l'aide d'exigences, eh ben, en fait, elles ont le même format afin d'exploiter cette donnée-là. Donc nous, on a déjà lancé chez Stellantis des travaux comme ça, de comparaison, comme l'avait dit aussi Kamal, hein, de renseigner des règles d'apprentissage pour justement que l'IA puisse comparer différentes formalisations d'exigences, de formalisation de modèles, de comparatifs. On dit ce modèle-là, il est bien, ce modèle-là, non, il ne respecte pas les règles, et ainsi de suite. Comme ça, on arrive à rendre robuste cette vérification de la robustesse des données qu'on génère en termes de MBSE. Et ça, c'est très primordial. On en parlera, je crois, un petit peu après, mais cette relation aussi entre le métier qui va saisir des choses et l'outil est hyper structurant. Donc, avec notamment la véracité des données avec l'IT. Je sais qu'on en parlera un petit peu après. Mais voilà, nous, on a réellement concentré une activité là-dessus. Et c'est aussi quelque chose qui est ressorti, hein, dans le cercle. On a eu plusieurs use cases sur la génération de modèles, sur l'identification d'analyse d'impact. C'est-à-dire que on a des modèles de modèles, on a en fonction des use cases, l'utilisation de fonctions qui sont transversales. C'est-à-dire que si je crée un impact quelque part, l'IA est capable d'identifier très rapidement euh, les liens qu'il peut y avoir dans les différents modèles et nous dire, tiens, attention, il faudra peut-être aussi aller vérifier les impacts qu'il y a dans ce domaine-là. Donc on travaille là-dessus, nous, aujourd'hui. Plus pour robustifier la modélisation, afin après, derrière, d'atteindre la simulation. Parce que pour pouvoir simuler, il faut que notre modèle il soit robuste, que les comportements soient bien décrits. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que nous, on travaille aujourd'hui sur l'équipe IA MBSE. Merci David. Et sur, donc tu parlais de cette mise en, cette qualité des différentes données que l'IA va aider. Sur les aspects de traçabilité, cette mise en place de la traçabilité, c'est aussi une activité des fois un peu fastidieuse. Comment est-ce que comment est-ce que vous anticipez l'utilisation de l'IA peut-être pour voilà, s'assurer que les liens soient les bons entre tous ces éléments de conception?
Donc justement, hein, le fait d'avoir justement ces données-là bien Mmh. renseignées, Voilà. donc avec les outils, hein, du MBSE, les liens entre les exigences, les fonctions, les comportements, les différents types, de diagrammes sur un périmètre, donné, ça va nous aider en fait, d'établir ces liens de concordance, de causalité qu'il Mmh. va y avoir entre les besoins et finalement, les modèles systèmes et les modèles sous-systèmes Mmh. jusque, Mmh. au fonctionnel et au behavior et donc cette description est hyper importante. Mmh. Vérifier ces liens, de dépendance, sont hyper importants justement après pour faire des propositions de traçabilité, parce qu'on multi hein, comme tu l'as dit, on manipule, des milliers d'exigences, des milliers d'interfaces, c'est fastidieux, et donc l'IA en effet, avec l'IA, on espère qu'il y aura une aide, à l'analyse et à une proposition de Mmh. traçabilité. Aujourd'hui, on est à ce on regarde ces aspects-là, mais derrière, on considère pas que que l'IA a la vérité. Mmh. Il faut vraiment se Voilà. sortir cette idée-là. Ça n'enlève pas la vérification humaine, s'assurer que ce qui a été généré ou, proposé par, l'intelligence artificielle, heu, est bon dans le contexte dans lequel on travaille. Mmh. Donc il y a aussi tout cet aspect apprentissage aussi des équipes à l'usage, de ces outils d'IA. Voilà, ce rôle de vérificateur qui va Mmh, arriver après le résultat. Merci exactement. beaucoup David. Donc nous poursuivons avec, les activités projets, et les quelques réflexions qui ont pu être menées aussi. On va parler un petit peu de gestion, alors notamment des configurations, ça a été le point qu'on a souhaité mettre en avant aujourd'hui dans le webinaire, mais la gestion des risques a aussi été, discutée. Voilà, les décisions d'évaluation de la conception, la gestion de la communication et gestion de la donnée, on reviendra aussi dans quelques minutes dessus et puis l'aspect de planification, c'était moins la priorité, donc quelque chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Alors gestion de configuration, voilà, cette mise en place, hein, cette structuration, des différents éléments, et de leur configuration, la gestion, des changements aussi, des évolutions. Kamal, dans ton contexte, voilà, comment est-ce que, l'IA peut aider à mieux gérer ces éventuelles incohérences qu'il peut y avoir, dans ces différents éléments définis dans la gestion de configuration? Comment est-ce que vous anticipez en tout cas que l'IA puisse, aider, sur ces activités qui sont aussi un petit peu fastidieuses? Effectivement, David a travaillé à parler de la maîtrise de la gestion, de la configuration des modèles. Si on parle de la gestion de la configuration plus généralement, ça consiste en quoi? Ça consiste à déposer des référentiels composés de modèles, mais aussi de documents. Pendant le développement, à des jalons donnés, donc type PDR, CDR, enfin tous les jalons où on vient déposer un référentiel réputé cohérent. Et puis, pendant la production aussi, quand on va produire des spécimens, on va produire des exemplaires, on veut être capable de maîtriser de quoi est composé ces exemplaires et aussi de maîtriser les écarts qu'il peut y avoir entre les Mmh. exemplaires qu'on a produits et la définition, voire même des écarts éventuels par rapport à leurs spécifications. Donc c'est vraiment la maîtrise de tout ça, la gestion de conf et en plus de ça, comme la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, il va y avoir un paquet de déviations, c'est-à-dire que finalement, on n'arrive pas à tenir l'exigence ou des non-conformités en production. Donc finalement, j'ai produit, je devais le peindre en vert, mais je l'ai peint en bleu et c'est grave docteur. Enfin voilà, il faut gérer toutes ces difficultés. Donc ça fait partie de la gestion de conf et faire ça quand on est, une petite équipe, de 5 étudiants dans un garage, ça va encore, mais quand il faut le faire avec, des, dizaines de composants, des milliers de enfin des centaines de composants, pardon, des milliers de contributeurs, des centaines de milliers de données, ça devient très vite un cauchemar. Effectivement, David en a parlé et il y a un tabou, il y a 2 tabous, hein. Le premier tabou, c'est de se dire que l'IA va tout faire à notre place, donc c'est pas le cas aujourd'hui et je pense que ce ne sera pas le cas avant longtemps. Mais le deuxième tabou aussi, c'est de croire ou de laisser croire que nous, êtres humains, on est capable de, la cohérence et de l'exhaustivité. Heu, donc effectivement, ça, ce sont 2 obsessions de l'ingénieur système, c'est la cohérence et l'exhaustivité et c'est là que l'IA peut nous aider à être un peu meilleurs. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est effectivement, David l'a dit, identifier les incohérences. Donc aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, pas mal avec les LLM, c'est, d'identifier les similarités. Donc il est capable facilement de dire, voilà, entre telle phrase ou tel bout de phrase ou tel paragraphe et tel autre, j'ai l'impression que ça parle de la même chose. On a plus de mal à lui faire identifier les incohérences parce que là, les raisonnements sont un peu plus, avancés.
Mais bon, je pense on va y arriver, surtout avec les approches agentiques. Et donc, déjà, ne serait-ce que pouvoir dire dans mes centaines de documents, attention, il y a deux bouts de texte là qui racontent la même chose, mais pas exactement, ça semble être incohérent, ben, ça peut nous aider à maîtriser la cohérence de notre ensemble. Et une fois qu'on a un ensemble cohérent et qu'on veut faire des modifications, que ce soit des modifications du besoin client ou des modifications de la définition pour quelconque raison, on a besoin de faire de l'analyse d'impact. Et encore une fois, l'IA peut aider à parcourir nos référentiels et nous dire, attention, tu as modifié telle chose, donc ça va impacter telle autre. Mm. Donc là, on peut s'appuyer sur du LLM pour le textuel, mais on peut aussi utiliser de l'IA plus traditionnelle pour les données. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est que l'IA puisse faire de l'apprentissage sur nos données d'ingénierie et puisse détecter des évolutions de données qui n'évoluent pas ensemble, qui sont corrélées, mais qui n'évoluent pas ensemble. Et l'IA serait capable de dire, attention, là, vous avez implémenté un impact, mais il manque des morceaux. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas si simple, hein, parce que les raisonnements dans l'analyse d'impact n'est pas que de la sémantique. Il suffit pas juste de dire, tiens, les deux phrases là se ressemblent et elles sont impactées. C'est des raisonnements un peu plus techniques, un peu plus alambiqués. C'est pas trivial. Et donc, je pense qu'on n'y est pas encore dans les techno IA. Ça va très vite, hein, donc je doute pas que dans quelques années, on y sera et que bientôt, on sera capable de se faire aider beaucoup pour l'analyse d'impact. Mm. Voilà un peu sur Super. les... Ouais. Pardon, merci beaucoup Kamal pour ces éléments. Donc le deuxième sujet que nous souhaitions aborder, c'est l'aspect de communication, la structuration des données et leur gestion. Sur cet aspect-là, David, quels ont été les principaux use cases sur lesquels vous êtes focalisé de ton côté? Voilà, pour quels objectifs? Comment est-ce que vous avez pris ce sujet en main avec ce que proposent les technologies aujourd'hui? Alors, il y a déjà les 2 points, hein, qui sont mentionnés ici, hein. C'est, la création de ce que nous, on a appelé dans le cercle des cartes d'identité des objets systèmes. C'est-à-dire qu'avec la quantité de données qui est générée, soit par les modèles, les exigences au périmètre d'un domaine, bah, on peut générer, des images, on peut générer, des schémas, Mm. selon un certain template et donc ça, on travaille dessus. Supporter la formation, bah, c'est pareil, hein, on l'a évoqué aussi un petit peu, hein, le questionnement, le chatbot, hem, dire: «Bah, voilà, moi j'ai une question sur ce sujet-là», que ça soit une question sur l'outillage, ou accéder à la bonne petite formation ou à la petite aide qui permet de bien faire, l'opération. Bah, l'IA est capable en fait, si on lui donne l'ensemble des documents, d'aller chercher, piocher dans les documents et dire: «Regardez à cet endroit-là, vous devriez avoir votre information». Un autre aspect qu'on utilise, qui est un peu plus fun, c'est, la communication que j'appellerais, positive. C'est régulièrement, ça peut être des petites vidéos, des petits clips, où on rappelle des règles d'ingénierie, par exemple. Donc l'IA avec, du texte, de la génération de musique, bah, permet de faire, des petites choses assez sympas et ça permet de faire réagir aussi, dans le cadre de déploiement d'ingénierie système, heu, ça permet de faire réagir le management, les gens qui sont à fond dedans et se dire: «Bah, en fait, on est en train de travailler des choses et rappeler quelques règles, comment on a construit, notre structure d'ingénierie, comment on formalise des exigences, à quoi sert l'ingénierie système, le lien de traçabilité et cetera». Et ben, l'IA peut faciliter, là-dessus, ces aspects de communication. Et le dernier point, c'est, Kamal l'a un peu évoqué, il y a une espèce de maladie il faut simplifier, la communication des architectes parce que dès que vous parlez de votre système et cetera, c'est trop compliqué, on comprend pas. Donc c'est un peu lié avec la carte d'identité, mais ça permet aussi, de générer des supports de communication parce que être architecte et faire de l'ingénierie système, c'est pas que concevoir, c'est aussi expliquer ce qu'on est en train de concevoir et bah, en gros prendre un pas de recul sur une présentation, générer un PowerPoint de communication vers la direction ou vers l'expertise pour qu'ils comprennent réellement, le sujet. C'est des choses aujourd'hui sur lesquelles on travaille. Mm. Super, David. Donc voilà,
cet accès à des informations et la synthèse pour restituer à des personnes sur des formats qui sont adaptés à eux, donc voilà, Ouais, c'est visuel, exactement ça. auditif, synthétique avec du textuel, etc. Un grand merci Exactement. à vous deux donc pour cette synthèse des différents axes qui ont été développés par le cercle et sur lesquels vous avez pu partager des différents premiers retours d'expérience. Dernière partie de notre webinaire, c'est donc voilà, c'est gestion du déploiement, gestion du changement, quels sont les principaux risques auxquels il faut être attentif et quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez sur voilà, les premiers éléments que vous avez pu éprouver. Voilà, 6 risques à vous partager et puis pour chacun d'entre eux, vous allez nous partager les principaux éléments à prendre en compte. Alors sur le premier, voilà, pas de définition des objectifs et de la valeur recherchée avec l'IA, donc c'était finalement le grand sujet qu'on vient d'aborder. C'est majeur. Voilà, David ou Kamal, quelles sont les recommandations en plus que vous donnerez au-delà de revoir les activités d'ingénierie système et de bien identifier celles qui peuvent être ou non supportées dans ces technologies? Moi, j'ai une petite remarque. La difficulté, en fait, c'est que bah, justement, avec le boss de l'IA, chacun a ses préjugés. Et au final, parfois, c'est très contre-intuitif là où l'IA peut nous aider. C'est qu'il y a des choses où on se dit, mais tiens, ce serait super, ça doit être facile à mettre en œuvre pour nous aider à faire tel process. Et en fait, non, ça l'est pas. Et il y a d'autres choses où on n'y pense même pas. Donc, il y a une vraie organisation de la discussion entre les experts métiers, quels qu'ils soient, et de l'autre côté, les data scientists qui, eux, connaissent les technologies de l'IA. Donc, on demande à nos data scientists là, chez Ariane Group de vraiment d'ouvrir leur esprit, c'est-à-dire d'aller au plus près des métiers pour bien comprendre quelles sont leurs difficultés et leur apporter une réponse appropriée. Pareil, nos décideurs aussi, il faut les éduquer parce que souvent, ils ne sont pas très jeunes, donc ils ne connaissent pas du tout l'IA, ils n'ont pas été formés. Par contre, ils écoutent comme nous la radio, la télé, donc ils ont plein de préjugés. Donc, il faut aussi accompagner nos chefs qui sont les décideurs au final pour qu'ils comprennent de plus en plus ce que peut apporter l'IA. Hmm. Merci Kamal. David, est-ce que tu avais quelque chose à partager sur ce point-là? Ouais, je vais rebondir hein, sur le dernier élément. En effet, on en a parlé hein, sur la première partie, la définition des objectifs, c'est-à-dire à quoi ça va nous servir. Hmm. Euh, Pendant le cercle, les travaux, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait plein d'initiatives locales euh, dans chacune des entreprises parce que c'est joli, parce que ça permet plein de choses. Hmm. Et après, on s'est dit attention, peut-être qu'on passe du temps à faire quelque chose qui, à la fin, le résultat est pas forcément intéressant. C'est peut-être mettre beaucoup d'énergie sur à la fin. Est-ce que le résultat, s'il faut qu'on le vérifie 10 fois, est-ce que c'est intéressant? Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et je rejoins complètement hein, ce qu'a dit Kamal sur euh, la croyance du résultat. C'est-à-dire, ah bah on met de l'IA et en fait ça va tout faire et ça sera bon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est partagé hein, dans les différents séminaires autour de l'ingénierie système, le MBSE, etc. Ça va pas remplacer et ça va pas éviter le check, la vérification et la valeur ajoutée des architectes sur le sujet. Donc voilà, il y a l'objectif et la valeur. Hmm. Et en effet, on met beaucoup de valeur sur quelque chose où potentiellement les objectifs ne sont pas définis. Hmm. Donc il faut faire réellement attention à ça. Ouais, exactement. Merci. Le deuxième risque, Kamal, tu as déjà commencé à l'évoquer un petit peu, cette méconnaissance, tu parlais du top management qui n'est pas forcément sensibilisé à ces technologies, le manque de compétences associées à des équipes qui sont censées derrière interagir avec ces technologies, donc peuvent induire en erreur les utilisateurs avec ces hallucinations. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques aussi à partager sur ce risque-là? Ouais, moi, j'en ai une à propos des hallucinations. Là, c'est lié aussi à l'explicabilité. Donc, l'explicabilité, c'est quoi? C'est que on va dire, les méthodes mathématiques les plus avancées, comme des réseaux de neurones, ah ben, on ne sait pas trop ce que fait le machin, quoi. Ça marche, ça a l'air de marcher, mais on n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Donc, s'il y a une recommandation à faire, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas tout de suite sortir le gros machin qui va fonctionner, mais on ne saura pas dire pourquoi, mais plutôt y aller au juste besoin. Si je peux faire une simple régression linéaire et que ça réponde à mon besoin, bah, il faut prendre ça, parce que les ingénieurs pourront beaucoup plus maîtriser et justement savoir où le modèle peut halluciner. Donc, voilà, ne pas sortir à chaque fois le char d'assaut quand on a une application à déployer. Ouais, donc fonctionner petite victoire par petite victoire, établir ses fondamentaux progressivement plutôt que d'essayer le grand step sur le sujet.
Merci. David, est-ce que tu aurais aussi à partager quelques recommandations? Oui, alors là on parle de l'IA, mais il y a ceux qui mettent en place l'IA, qui ont une connaissance fondamentale de l'IA, qui ont des compétences dessus. Cependant, ils n'ont pas forcément la connaissance des objectifs et de la réalisation métier ou des règles métiers Mm. pour l'usage qu'en fait l'IA. Et là, pareil, il y a un risque qui est non négligeable, c'est des gens qui ont des grandes compétences en IA, qui ont plein d'idées, mais qui connaissent pas le métier pour lequel voudraient faire l'usage de l'IA. Donc là, on va aller vers des problématiques et des risques de gouvernance et de mixité en fait des connaissances. Et c'est pour ça, je rejoins ce que disait Kamal, c'est-à-dire la politique des petits pas, c'est-à-dire un petit groupe de travail avec des gens qui connaissent bien l'IA, avec des gens qui connaissent bien le métier, qui se mettent d'accord et qui partagent du coup. Et comme ça, chacun arrive à monter en compétence sur les deux volets et c'est comme ça qu'on réussit le mieux. Mm. Merci. Le risque suivant, alors rapidement, on pense au domaine de la défense sur lequel il peut y avoir un certain nombre de limitations dans l'utilisation de l'IA. Il y a aussi des énormes enjeux industriels dans l'automobile, donc vous êtes aussi sensible à ces sujets-là. Ce manque d'anticipation dans la gestion de la protection de la donnée, des failles en matière de cybersécurité et le problème d'anonymisation des données. Sur ces aspects-là, quelles sont voilà, les barrières, quels sont les principes que vous souhaitez mettre en place pour voilà, se prévenir de ce genre de risque? Alors, chez nous, il y a un gros travail qui est fait notamment sur la communication de ces risques-là, notamment sur la mise en place des serveurs, sur justement la régulation un petit peu de ces schémas de données. Donc il y a eu réellement une mise en place côté IT, principalement au départ, et puis aussi avec des acteurs métiers pour s'assurer de ça, c'est-à-dire la peur de la fuite d'informations vers l'extérieur, et donc la maîtrise en interne de notre groupe des chatbots, des chats qu'on pourrait avoir. Donc il y a vraiment une volonté de maîtriser ça en interne, même si on utilise des outils venant de l'extérieur. Et il y a un autre aspect aujourd'hui, on n'a pas trop regardé, c'est la protection des données en interne. C'est-à-dire que une fois qu'on a protégé le fait que quand on pose une question ou qu'on demande quelque chose, il n'y ait pas la fuite vers l'extérieur, il y a aussi le fait que en interne, il y en a qui manipulent des données sensibles. Et là, c'est des questions après sur les rôles, les accès, etc., qu'il va falloir qu'on se pose. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas, enfin, moi en tout cas aujourd'hui, des informations que j'ai, des travaux sont en cours, mais je ne sais pas jusqu'où on a été Mhm. à présent. Ouais, on rencontre des difficultés similaires évidemment chez Ariane Group. Donc, pour rappel, Ariane Group, on développe le missile nucléaire, enfin, le missile de la dissuasion nucléaire, le M51. Donc, évidemment qu'il y a des contraintes sécurité très importantes. Et on est une entreprise franco-allemande en plus. Donc moi, mon chef est allemand, mais je n'ai pas le droit de lui parler des sujets défense. C'est assez drôle. Et il y a un paradoxe en fait, parce que d'un côté, ces contraintes d'accès à la donnée demandent une ségrégation très importante des données, ségrégation parfois physique. Et de l'autre côté, on aimerait, pour développer les capacités IA, mettre toute la donnée à disposition facilement au même endroit. Donc ça soulève énormément de questions. Et effectivement, on n'a pas répondu à tout. Une question par exemple très simple. Si vous avez trois documents confidentiels défense, enfin, on dit secret maintenant, dans un coffre, il est possible que le fait d'avoir ces trois documents dans ce coffre, je parle de physique là, rende le coffre très secret. C'est-à-dire le fait d'avoir trois documents au même endroit qui ont un niveau de sécurité, le fait qu'ils soient tous les trois, ça augmente le niveau de sensibilité. Donc vous imaginez bien que mettre dans un data lake ou data warehouse un paquet de documents, ça pose plein de questions. Et effectivement, on en est au tout début là, de ces questions-là et y répondre. Et il faut travailler aussi sur le légal parce qu'il y a de nouvelles législations. Donc là, c'est la loi qui nous en pose. Il y a le AI Act au niveau européen. Et là, on apprend en marchant. Là. Il faut qu'on apprenne à comprendre ces règles, ces lois et à les implémenter dans nos entreprises. Mm. Merci pour ces éléments. Sur les trois derniers risques, donc les freins technologiques liés aux capacités informatiques et à la gouvernance des données dans l'entreprise, on l'a déjà évoqué un petit peu. La question de la pérennité des solutions avec
voilà, on le sent bien, hein, ça évolue tous les mois, voire toutes les semaines. Donc, comment se positionner sur des développements qui vont durer des années, qui vont ensuite être maintenus en service pendant des années, avec des technologies qui ont un rythme complètement différent. Et aussi ce choix-là du make or buy sur ces différentes technologies. Enfin, voilà, l'impact environnemental. Sur ces différents risques, Cam et David, qu'est-ce que vous pouvez nous partager en termes de bonnes pratiques? Alors, nous, aujourd'hui, une chose qui est déjà en place, donc je vais parler plutôt de l'impact environnemental. Donc, on a une plateforme d'utilisation de l'IA avec différents agents IA qui sont proposés. On peut faire des combinatoires d'agents IA, etc. Et pour chacun des agents IA, en fait, est précisé le coût en dollars, enfin, avec des symboles dollars, 1 dollar, 2 dollars ou 3 symboles. Et il y a la quantité de mémoire que ça prend. Donc ça, c'est fourni en fait. C'est des choses dans la communication. En fait, tout de suite, ils ont dit quand vous allez choisir les différents agents IA, en fait, dans le choix, c'est précisé. Donc ça permet notamment à l'utilisateur de se rendre compte en fait que sur la dizaine ou quinzaine d'agents IA qui sont proposés, euh, sur potentiellement sur les mêmes résultats, et ben, il y en a un qui va coûter plus cher et potentiellement moins de ressources, ou quelqu'un qui va coûter moins cher mais plus de ressources, et d'autres qui vont être un peu entre les deux. Donc ça, aujourd'hui, chez nous, c'est quelque chose qui est mis en avant. Ouais. Ouais, j'aimerais juste ajouter, ouais, sur la partie IT, effectivement, il faut absolument que nos amis de l'IT nous accompagnent parce que c'est ce qui va débloquer ces capacités IA, donc les capacités de calcul, les capacités de stockage, les différentes plateformes de gestion de la donnée, les ETI, les ETL, enfin, tout ça. Et effectivement, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est un frein très important sur l'IT. Sur le make or buy aussi, effectivement, tu l'as dit, pas évident. On reprend l'exemple de la gestion des exigences. Est-ce qu'on doit nous-mêmes coder des trucs, développer des choses en interne, ou est-ce on attend les vendeurs d'outils qui ne manqueront pas, hein. Je pense que dans un an, tous les vendeurs d'outils nous proposeront des solutions. Euh, donc, ouais, effectivement, ça, c'est des grosses questions qui font que la construction d'une roadmap au niveau d'une entreprise sur l'IA, bah, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui doit être mené et qui doit être dynamique, qui doit être revu régulièrement. Mm. Merci, ouais, et ça, c'est finalement le point parfait pour la conclusion, c'est une gestion du changement. C'est cette roadmap dont tu parles. Eh bien, c'est pas simplement une technologie qui arrive sur un PC, c'est toute une infrastructure à faire évoluer. C'est donc en commençant naturellement par quel est ce service-là qu'on souhaite apporter à nos différents clients, nos différentes parties prenantes. Quels sont les processus métiers qui doivent se transformer. Quelles sont les fiches de poste, les rôles qui vont devoir évoluer ces prochaines années pour mieux prendre en main ces différentes technologies. Et puis, quelles sont ces infrastructures qui doivent aussi évoluer pour intégrer du mieux possible en respectant tous ces sujets-là qu'on a partagés pendant une heure, hein. Les aspects de sensibilité de la donnée, voilà, ces liens-là entre les différents agents et différentes technologies qui peuvent être mises à disposition, ces accès, ces responsabilités. C'est que des questions qui doivent être gérées dans le cadre d'une transformation d'ensemble. C'est pas simplement un petit sujet dans un coin, ça doit être mené tel que des transformations d'ingénierie doivent être menées sur ces développements de systèmes complexes. Un grand merci à vous deux.